Dans la capitale malienne, depuis hier, le Premier ministre burkinabé a été reçu cet après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Apollinaire Joachim Kellem de Tambela est porteur d'un message du président de la transition du Burkina Faso, un message d'estime, de fraternité et surtout d'invite à cheminer ensemble. Réception d'un important lot de pièces de réchange de locomotives. Elle est faite par la ministre des Transports et des Infrastructures au dépôt central du chemin de fer à Corofina. Ces pièces de réchange sont destinées à la réparation de 2 locomotives afin de relancer le trafic ferroviaire entre Bamako et Caïa. La Direction nationale du commerce et de la concurrence engagée dans la lutte contre certaines pratiques dans nos marchés déployés à travers le pays, les équipes d'enquête viennent de signaler des faits contraires à la réglementation, parmi lesquels la détention de stocks de marchandises sans justificatif. Patrimoine et créativité, c'est le thème central du festival sur le Niger Ségou Art édition 2023. Avant l'ouverture officielle, la thématique est débattue au colloque international de Ségou, ouvert ce matin avec près de 200 participants venus d'une trentaine de pays. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 1er février 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communication. Le contenu, bien sûr, de ces communiqués avec vous, Nyanya Alou Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Foussini Toukara. Merci. Bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées. La direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées a été créée par l'ordonnance numéro 06-023 PRM du 19 septembre 2006 avec pour mission de pourvoir aux besoins des armées et services en matériel technique, armement, munitions, hydrocarbures et transport. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 09-390 PRM du 27 juillet 2009. La direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées a connu des évolutions majeures grâce à la mise en application de la loi d'orientation et de programmation militaire 2015-2019. Cependant, elle est confrontée dans son fonctionnement à des insuffisances liées notamment à l'absence d'écoles de soutien logistique, de régiments et de centres de coordination des opérations logistiques qu'il convient de corriger pour faire face aux défis sécuritaires et aux diverses menaces du moment. L'adoption des présents projets de texte permettra une réadaptation de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées au contexte actuel en vue de mieux répondre aux défis sécuritaires et d'exécuter de manière efficiente ces missions de soutien logistique. 2. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale des droits de l'homme. Le Mali s'est doté d'une politique nationale des droits de l'homme approuvée par le décret numéro 2016-09-24 PRM du 6 décembre 2016. Ce document de politique nationale constitue le cadre de référence des actions à mener par les intervenants étatiques et non étatiques dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du titre premier de la Constitution du 25 février 1992 intitulé Droits et devoirs de la personne humaine et des chartes, conventions et pactes régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Mali. Au plan institutionnel, il existe une pluralité d'acteurs intervenant dans la protection et dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Mali. Malgré la diversité des intervenants dans le domaine des droits de l'homme, il n'existe pas encore un service central chargé d'exécuter les missions de l'État en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Les projets de texte adoptés créent la Direction nationale des droits de l'homme afin de pallier cette insuffisance institutionnelle.
3. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création et au cadre organique des services régionaux et subrégionaux des transports. La Direction générale des transports a été créée par l'ordonnance numéro 2022-0087 PTRM du 11 mars 2022 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2022-0142 PTRM du 11 mars 2022 qui prévoit la création des services régionaux et subrégionaux des transports chargés de traduire sous forme de programmes et projets les politiques et stratégies nationales en matière de transport au niveau du district de Bamako et au niveau régional et subrégional. Les projets de texte sont adoptés dans ce cadre. Ils consacrent la création des 10 services en vue de prendre en compte les mutations enregistrées dans le secteur des transports. 4. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des eaux et forêts. La Direction nationale des eaux et forêts a été créée par la loi numéro 09-028 du 27 juillet 2009 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, de lutte contre la désertification, la gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de préservation de la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage, de promotion et de valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. L'audit des missions et l'audit organisation des services centraux et déconcentrés du service du développement rural environnement réalisé par le programme de développement institutionnel ont révélé des insuffisances liées notamment à la discordance entre les dispositions des textes de création et d'organisation de la Direction nationale de la conservation et ses services régionaux et sub-régionaux. L'envergure de la lutte contre le changement climatique, la désertification et l'exploitation anarchique des ressources forestières et fauniques exige le renforcement et l'adaptation du cadre institutionnel existant par la création de structures d'encadrement plus flexibles et efficaces. Les présents projets de texte sont adoptés en vue de corriger les insuffisances et diriger la Direction nationale des eaux et forêts en direction générale pour prendre en compte son aspect transversal. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1 sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au rapport national pour le 4e cycle de l'examen périodique universel. L'examen périodique universel établi par la résolution 6251 de l'Assemblée générale des Nations unies consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres en matière de droits de l'homme. Il fournit à chaque État membre l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. Le rapport national pour le 4e cycle de l'examen périodique universel fait l'état de mise en œuvre des recommandations acceptées par notre pays lors des 29e et 38e sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Il fait ressortir entre autres les recommandations mises en œuvre en cours et en attente, les enjeux, les avancées et les difficultés rencontrées, les mesures envisagées pour faire face aux défis persistants, aux difficultés pouvant requérir le soutien de la communauté internationale, les recommandations dont l'état de mise en œuvre fera l'objet d'une évaluation fournie par la République du Mali.
2. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement des préparatifs de la conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. Lors de la réunion annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats tenue du 7 au 11 mai 2022 à Tunis, le Mali a été désigné pour abriter la réunion annuelle de 2023. Initialement prévue du 4 au 11 février 2023, cette importante rencontre se tiendra finalement du 19 au 25 février 2023 au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du président de la transition, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature. Environ 726 participants sont attendus en provenance de 37 pays membres qui ont confirmé leur présence sur les 39 que compte le groupe africain. Le secrétaire permanent et le président de l'Union internationale des magistrats, les représentants des groupes régionaux européens, américains et asiatiques sont également attendus. L'organisation de cette conférence est de nature à contribuer au rayonnement international de notre pays, à la promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, de la justice sociale et du droit universel. 3. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres de la mise en œuvre des dispositions visant à assurer la promotion de la production nationale et de l'outil national de production dans la commande publique. Dans le souci de booster le secteur privé national et de promouvoir la production nationale, le gouvernement a adopté le décret numéro 2018-0473 PRM du 28 mai 2018 portant adoption des mesures d'orientation de la commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la production nationale. Ce décret, qui ne met pas en cause les bonnes conditions d'exécution technique des prestations, accorde une marge de préférence d'un taux de 25% aux produits d'origine malienne et aux entreprises de droit malien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux pour tous les types de marchés dont les montants n'atteignent pas les seuils de passation de marché public. Allège les conditions d'accès au marché public pour les petites et moyennes entreprises nationales, dispense les entreprises artisanales assujetties à l'impôt synthétique et inscrites à la Chambre de métier de fournir la garantie de soumission et la garantie de bonne exécution lorsque le montant du marché n'atteint pas un certain seuil. Le plan d'action prioritaire complémentaire du gouvernement de transition issu des travaux des Assises nationales de la refondation a également retenu le soutien à l'accès des entreprises nationales à la commande publique et à la sous-traitance des entreprises minières, la promotion de produits artisanaux locaux dans les commandes publiques. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire complémentaire, le gouvernement invite les autorités contractantes à promouvoir la production nationale du secteur privé. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, Fousseini Tounkara. Merci, Daniel Traoré. Merci beaucoup et bonne suite de journal. Merci. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience cet après-midi le calife général de la Faïda Tidjani du Sénégal, Cheikh Mahamadou Maïnias. En séjour dans notre pays, dans le cadre de la Ziyara de Ségou, il est venu exprimer sa solidarité avec le peuple malien et formuler des prières pour le retour de la paix dans le Sahel. Ces propos sont livrés ici par l'ambassadeur du Sénégal au Mali, Biram Diagne, propos recueillis par Soumaïla Berté. Au nom du Khalif général de la Faïda Tidjane, je voudrais avant tout remercier le chef de l'État du Mali, le président Assimi Goïta, et tout le gouvernement du Mali qui a eu l'amabilité d'inviter le Cheikh ici au Mali dans le cadre de la Ziyara générale qui se tient chaque année à Ségou. Donc, étant une personnalité religieuse d'une dimension mondiale qui incarne toute la Faïda Tidjane dans le monde entier, il ne pouvait pas venir ici, au Mali, sans venir rendre une visite de courtoisie au président de la transition, chef de l'État. C'est ce que recommande notre religion vénérée, l'islam, qui veut que les chefs d'État, on leur donne le statut qu'il faut, la considération qu'il faut. C'est la raison pour laquelle, en tant que guide religieux,
en tant que musulman, il est venu le saluer d'abord, lui dire toute la sympathie qu'il a du chef de l'État, du Mali, la sympathie du peuple sénégalais, la sympathie du président Macky Sall et du gouvernement du Sénégal. C'est également une visite pour marquer sa solidarité au peuple et au gouvernement malien, également pour formuler des prières pour le Mali, pour la sous-région et également pour toute l'Afrique. Nous restons à Koulouba où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé d'audience au premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kellem de Tambela en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Mali et porteur d'un message du président de la transition du Burkina Faso, un message d'estime, de fraternité et surtout d'invite à cheminer ensemble. Les deux pays qui font face au terrorisme comptent aller dans la même direction en termes de politique et de stratégie. Sira Bachili pour le compte-rendu. L'émissaire du capitaine Ibrahim Traoré auprès du colonel Assimi Goïta à Koulouba, le premier ministre burkinabé a en main une invite officielle renouvelée du président du Burkina Faso pour une convergence de vues et de stratégie avec le Mali. La décision d'aller désormais dans la même direction. Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Mali, porte ce message d'estime et de fraternité au peuple du Mali à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président Goïta, tout le monde le connaît en Afrique. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un héros de l'Afrique. C'est un message d'amitié et de fraternité et d'invite à aller ensemble. Donc moi, mon président m'a dit de lui faire comprendre que lui, il est disponible pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction. Nous sommes un même pays et nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons regardé ailleurs au lieu de nous regarder nous-mêmes. Voilà. Alors que nous avons tellement de similitudes ensemble, tellement de défis et un destin commun. Le triptyque paix, sécurité et développement reste un défi commun pour les pays du Sahel, pays qui gagneraient à unir leurs efforts pour faire face au terrorisme et mettre en place des projets de développement, une conviction des autorités. Les aspirations de nos peuples, c'est quoi? C'est la paix, c'est la sécurité, c'est le développement. Et nous avons constaté qu'isolément, il est difficile de réaliser ces données-là, alors qu'ensemble, nous pouvons davantage les réaliser et beaucoup plus facilement. Regardez par exemple dans la lutte contre l'insécurité. Nous bénéficions de l'appui de nos frères maliens, ce qui sème la panique maintenant au niveau des terroristes. Nous avons parlé par exemple du projet de chemin de fer Bobo-Dioulasso, Sikasso-Bamako, que nous pouvons envisager ensemble. Mon ami, le docteur Kokala Maïga, viendra un jour aussi au Burkina Faso pour que nous poursuivions les discussions, parce qu'il y a tellement de projets à mettre ensemble. Il s'agit d'engager les deux nations qui ont les mêmes cultures et maintenant les mêmes réalités sociopolitiques, puisqu'en période de transition, les moyens seront mis en œuvre pour renforcer la coopération entre les deux pays et sur tous les plans. Assurance des autorités. Pour être plus clair avec vous, nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous envisageons une fédération entre nos deux pays. C'est ça notre objectif. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde dans ce sens-là. Une coopération revitalisée donc avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre ces objectifs communs. En finir avec le terrorisme. Et la tâche est ardue avec 1400 km de frontières à sécuriser, mais les deux pays sont déterminés à relever ce défi. Maliens et Burkinabés sur la même longueur d'onde dans l'orientation et la coopération bilatérale. C'est du moins ce que l'on peut saisir dans les différents discours des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso à l'occasion d'une rencontre dînatoire à Lucénou Touré. Autour de ce dîner, en l'honneur du Premier ministre burkinabé, des échanges d'amabilité certes, mais des échanges utiles entre les deux personnalités. Quand le Premier ministre Choguel Kokala Maïga évoque la visite du président de la transition du Faso chez nous le 3 novembre dernier, c'est pour rappeler la solidité des relations entre nos deux pays et nos deux peuples, car, dira-t-il, les peuples ont toujours devancé les dirigeants. Les actes posés par le président de la transition du Faso nous ont rendus fiers, dira le Premier ministre malien. Depuis cette visite historique, je crois que les Maliens ont compris que la dynamique que notre pays a enclenchée est telle qu'on n'est plus seul. Nous voyons ces derniers jours les discours, surtout les actes posés
par les hautes autorités du Burkina Faso qui font la fierté de tous les Africains. En tout cas, nous en sommes fiers. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls. C'est pour cela que j'ai été très ravi lorsque cette visite m'a été annoncée. Elle est courte, mais je crois que c'est un bon point de départ. Nous sommes prêts à partager nos solutions avec nos frères du Burkina afin que notre expérience puisse servir, dira-t-il. Selon le Dr Choguel Kokala Maïga, le secret de l'exécutif malien réside dans sa solidité à toute épreuve et dans sa volonté de partager avec le peuple tous les actes posés. C'est la solidité de l'équipe gouvernementale. Il faut que les gens soient engagés. Être ministre, un pied là-dedans, un pied dehors, chez nous, il n'y a pas ça. Vous engagez 100%. Et il faut que ça marche. Dire ça va marcher ou non, il faut que ça marche. Parce que le peuple croit à ce gouvernement-là. C'est parce que le peuple a été convaincu qu'il faut soutenir cette équipe-là pour qu'il puisse aller plus loin. Le Premier ministre est persuadé que nous pouvons amorcer un décollage si nos deux États se tendent la main. Notre pays doit être sécurisé. Et nous savons très bien que la force armée seule ne suffit pas. Deuxièmement, tant que nos voisins ne sont pas sécurisés, on a beau sécuriser notre pays, ce n'est pas possible. Territorialement et surtout en termes d'activité économique et le nombre de la population, ça ne permet pas de rayonner dans tout le monde. Mais quand on est ensemble, là, on est très fort. Ce n'est pas la volonté qui manque du côté burkinabé où l'on semble déjà engagé dans la réflexion. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre du Burkina est venu proposer comme idée. Tant que chacun va regarder ailleurs, nous ne plaisons pas tellement. Mais si vous mettez ensemble la production du coton du Mali, vous mettez ensemble la production d'or du Mali et du Burkina, vous mettez ensemble le bétail du Mali et du Burkina, ça devient une puissance. Donc pourquoi ne pas se mettre ensemble? Le Premier ministre burkinabé est persuadé que la période transitoire est favorable à l'aboutissement d'un tel projet. Après ces différentes rencontres, le Premier ministre burkinabé a quitté donc Bamako cet après-midi. Il a été salué à son départ à l'aéroport président Modibo Keïta par son homologue malien, Dr Choguel Kokala Maïga, et plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre burkinabé qui quitte Bamako après une visite de 48 heures, une visite d'amitié et de travail. Le chef de l'administration du Burkina Faso qui vient de terminer son séjour au malien de 48 heures. Il était porteur des messages du président de la transition du Burkina Faso. Ici à l'aéroport président Modibo Keïta, il est salué par son homologue malien, Dr Choguel Kokala Maïga, et plusieurs membres du gouvernement. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé cet après-midi à la réception d'un important lot de pièces de rechange des locomotives au dépôt central du chemin de fer à Korofina. Ces pièces de rechange sont destinées à la réparation de 2 locomotives afin de relancer le trafic ferroviaire entre Bamako et Kaya. Noum Sissoko. Annoncé à Dakar il y a peu par le ministre des Transports et des Infrastructures, les pièces de rechange des locomotives CC 2205 et CC 2207 sont déjà à Bamako. Elles ont été réceptionnées par le ministre des Transports accompagné par 2 de ses collègues du gouvernement. Ces pièces vouées au fonctionnement des 2 locomotives permettront au train de siffler bientôt entre la ville des Trois Caïmans et la cité des Rails. La mise en exploitation commerciale du train voyageur est liée à la fiabilisation des 2 locomotives qui nécessitent l'acquisition des pièces de rechange. À cet effet, j'ai conduit du 25 au 29 janvier 2023 une délégation nationale à Dakar, au Sénégal, sur instruction de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, en vue de définir, en rapport avec les autorités sénégalaises, les modalités de récupération des pièces de rechange
pour les dites locomotives. Le ministre des Transports a rappelé les efforts consentis par son département pour la relance du trafic ferroviaire. La réhabilitation des 19 gares de Bamako à Kaï, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et les dépôts de Kaï, l'acquisition des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de voies, les traitements des points critiques de la voie entre Bamako et Kaï, la pose des traverses en bois sur les ouvrages d'art de Bamako à Diboli, le confortement des ponts de Galougo, Maïna et Toukoto, la réparation des locomotives CC 2205 et CC 2207, la réparation des voitures, fourgons générateurs de la rame voyageur. Les activités réalisées ont permis de procéder à un essai blanc du train voyageur sur l'axe Bamako-Kaï-Bamako les 13 et 14 juillet 2022. Et le ministre d'en appeler à l'esprit d'initiative, au sens de responsabilité, à l'abnégation et à la persévérance des cheminots afin que la marche du train soit irréversible et que les activités liées au chemin de fer ne s'arrêtent plus jamais. La Direction nationale du commerce et la concurrence engagée dans la lutte contre certaines pratiques dans nos marchés déployés à travers le pays, les équipes d'enquête viennent de signaler des faits contraires à la réglementation, parmi lesquels la détention de stocks de marchandises sans justificatif. À la suite de ce constat, une saisie conservatoire sous scellé des produits a été effectuée. Mamadou Fane. Sur la base des indices et d'informations faisant état de la présence sur le marché des boissons alcoolisées sans autorisation, le service d'enquête de la DGCC a effectué une mission de supervision sur le terrain. Cette mission a permis de faire la saisie conservatoire de ces boissons alcoolisées conformément à l'article 6 de la loi portant autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires. C'est ainsi qu'on a procédé à des enquêtes qui nous ont permis de constater effectivement que la plupart de ces marques de boissons vendues au niveau de nos points de vente, nos marchés, ne sont pas munies d'autorisation de première mise à la consommation. Donc nous avons mené cette investigation qui a abouti à la saisie des quantités que vous venez de visiter. Cette saisie conservatoire et la mise sous scellé de ces produits a été effectuée sur la base du constat d'un cabinet d'huissier en attendant la suite de la procédure. Dans la matière, la DGC applique une pénalité fixée par les textes qui encadrent, qui régissent le commerce au Mali. Après analyse en laboratoire, après avoir respecté l'autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de la Santé. Donc en attendant, ces produits restent saisis sous garde d'un huissier. Et lorsque nous allons constater que ces produits vont porter atteinte à la santé, ils seront purement et simplement détruits. La préservation de la santé et des droits du consommateur constitue une des missions fondamentales de la DGC. Parce que la santé ne se négocie pas. À travers cette action, la DGCC entend protéger le bien-être des consommateurs. Les missions de supervision des équipes d'enquête de la DGCC se poursuivent sur le terrain pour débusquer d'autres cas de fraude. Passation de commandement entre le commandant du théâtre centre sortant, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, et celui entrant, le colonel-major Toumani Kone. La cérémonie a regroupé les chefs de corps des armées et des différentes unités, les leaders religieux, la société civile et certains services régionaux. Boubacar Sankare. Premier acte de cette passation de commandement, la revue des troupes par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Wele, suivi de la passation de témoins entre le commandant du théâtre centre sortant, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, et celui entrant, le colonel-major Toumani Kone. Ensuite, le colonel Massaoulé a remis des lettres de félicitations à une dizaine de ses collaborateurs pour leur engagement, leur détermination et leur disponibilité à œuvrer au succès des opérations avant de faire son bilan après une année de service à la tête du théâtre centre de l'opération Maliko. La destruction des bases logistiques identifiées, l'interpellation systématique de tous les complices, le suivi et la saisie de tout mouvement des intrants agricoles qui les permettent de fabriquer les engins explosifs improvisés. Le nouveau commandant mesure l'ampleur des défis qui l'attendent
et sollicite l'accompagnement de tous. À travers les acquis déjà et les nouvelles directives données par le chef d'état-major général des armées, donner un coup d'accélérateur pour l'atteinte des objectifs. Pour ce qui est de la population, j'en appelle au renouvellement de la confiance à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Place à présent au défilé avec le passage de la troupe à pied des différents corps de l'armée. Il s'agit de la Numba de la 6e région militaire, le drapeau et sa garde, le personnel féminin de la zone de défense numéro 6, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale, l'armée de l'air et l'armée des terres. Le théâtre centre était tellement éprouvé il y a de cela une année et nous avons senti sous le leadership du commandant du PCJT sortant, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, et les directives de l'état-major général des armées, le retour du calme, de la paix. Nous demandons au colonel-major Kone de s'inscrire dans la même dynamique dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. Rappelons que le théâtre centre de l'opération Maliko regroupe les régions administratives de Ségou, San, Mopti, Banyangara, Douanza, Tombouctou et Taoudéni. Ouverture ce matin du colloque international de Ségou, la rencontre qui se tient dans le cadre du festival sur le Niger Ségou Art et regroupe près de 200 participants venus d'une trentaine de pays. Les débats portent sur le thème central du festival sur le Niger, à savoir patrimoine et créativité avec la restitution des œuvres du patrimoine africain ou les changements climatiques. Envoyés spéciaux à Ségou, Cheikh Oumar Sangaré et Tchedja Kamara. Le colloque de Ségou est un cadre international de réflexion qui se tient au cours du festival sur le Niger. À l'image des autres activités, il est innové pour approfondir les échanges. On aura 4 conversations sur des thématiques différentes liées au thème central qui est patrimoine et créativité. Et on aura 2 tables rondes, dont une table ronde sur la thématique art, culture et changement climatique, enjeux et perspectives, et une table ronde qui concernera la circulation des œuvres d'art et la résilience des artistes en Afrique. Cette année, nous avons reçu plus de 32 pays venant d'Afrique et d'ailleurs. Donc, et des panélistes, plus de 200 participants panélistes, des personnes ressources qui sont venues de partout le monde. Des personnes ressources du Mali et d'ailleurs bien bercées dans la culture africaine. Ici aussi, la souveraineté est clamée, surtout quand on parle de la thématique art, culture et changement climatique, enjeux et perspectives. Au XIIIe siècle, dans la charte de Kourkanfouga, Sundiata Keïta, l'empereur, avait déjà des recettes pour anticiper sur les crises climatiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ce soit d'autres personnes qui viennent nous dire quel type de comportement nous devons adopter pour relever les défis du changement. La solution elle est simple, il faut que les Africains regardent de là où ils viennent. La tradition, c'est évidemment s'appuyer sur les acquis du passé, mais c'est surtout en faire un levier pour se réinventer, un levier pour se projeter. Le colloque de Ségou est une activité biennale qui dure 3 jours. La 19e édition du festival sur le Niger ouvre ses portes officiellement demain. L'ORTM est au cœur de cet événement. Dès ce soir, la rédaction vous propose le premier numéro du JT spécial consacré à Ségou Art 2023, une présentation de Ibrahima Traoré après ce journal. Le Mali dispose de plus de 4 millions d'hectares de zones humides. La conservation de ces surfaces est une priorité pour les responsables de l'environnement. La journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année, découle de cette volonté. Elle retient comme thème cette année « Il est urgent de restaurer les zones humides ». Batraoré. Les zones humides constituent de véritables ressources vitales dont dépendent toutes les activités socio-économiques et environnementales. Au Mali, ces surfaces humides ont une superficie de 4 204 000 hectares. Pour Mourbo Kone, premier responsable du département en charge de l'environnement, ces zones humides jouent plusieurs rôles, notamment la régulation de la ressource en eau, la prévention des crues, l'atténuation des effets du changement climatique. Plus de 35% des zones humides ont disparu depuis les années 1970 et plus de 80% depuis les années 1700. Un point d'inflexion a été atteint
Et l'heure est venue de repenser l'impact des activités humaines sur l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable appelle à l'unisson pour la conservation, la restauration et l'utilisation efficiente des zones humides. La Journée mondiale des zones humides cible en premier lieu les jeunes qui sont les décideurs de demain et qui montrent de plus en plus leur intérêt pour les problèmes de l'environnement et leurs solutions. Elle est une formidable occasion de rassembler les citoyens pour mieux connaître les zones humides, les efforts du gouvernement en matière de conservation et les défis autour de ces zones humides. Le ministre en charge de l'environnement a enfin rappelé la mise en œuvre de la stratégie d'aménagement et de gestion de certains lacs, de même que le suivi du dénombrement terrestre des oiseaux d'eau au niveau du lac Magui. Lancement ce matin au Parc national du programme régional sécurité climatique au Sahel occidental sur le financement de l'ambassade de Danemark au Mali à plus de 3 milliards de francs CFA sur 3 ans. Ce programme est une initiative de PNUD. Il concerne le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Abdul Karim Kaba. Le changement climatique est à la base de plusieurs conditions défavorables au développement, notamment la raréfaction des ressources naturelles, d'où les conflits par rapport à l'accès aux ressources, les déplacements forcés. C'est pour pallier ces désagréments que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a initié ce programme régional sécurité climatique au Sahel occidental avec le financement de l'ambassade de Danemark au Mali. Ce programme s'attaquera essentiellement à ces défis par le biais d'une série de mesures structurelles et non structurelles axées sur le résultat, prise de décision efficace pour une action précoce grâce à une surveillance et une gestion de l'information sur le risque de sécurité lié au climat, politique régionale intégrée et collaboration dans le cadre du lien climat-sécurité, renforcement des systèmes de gouvernance locale pour la gestion des risques de sécurité liés au climat et aux ressources naturelles. Ce programme va sans nul doute aider les autorités du Mali, de Burkina Faso et du Niger à réduire et à gérer les risques sécuritaires liés aux questions du climat. Le financement danois au programme PNUD fait partie d'une intervention plus globale de la part du Danemark pour la région du Sahel entier, visant le changement climatique, les conflits, les déplacements et la migration. Ce programme s'élève à 70,5 milliards de francs CFA pour la période 2021-2024. Face aux effets néfastes, il est donc temps d'agir et très vite. Ce programme régional sécurité climatique au Sahel occidental est la bienvenue. Occasion pour le ministre Koné de réaffirmer que le gouvernement du Mali jouera sa partition. Les prévisions relatives à l'impact de ces changements climatiques sont de plus en plus alarmantes et cela risque de saper inexorablement nos efforts d'amélioration du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables, de lutte contre la pauvreté, et cela affecte dangereusement nos perspectives de développement durable. Avec ce programme régional sécurité climatique au Sahel occidental, c'est un pas de plus dans la coopération étroite afin de faire face aux nombreux défis liés à l'insécurité climatique. La compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a tenu ce mercredi la 97e session de son conseil d'administration. Les administrateurs ont adopté le projet de budget 2023 qui s'élève à 534 milliards de francs CFA de recettes contre 549 milliards de francs CFA de dépenses, soit un déficit de 15 milliards. Un budget élaboré dans un contexte très difficile, marqué par une forte baisse de la production cotonnière. Celle-ci a été affectée par les inondations et l'apparition d'une nouvelle espèce de ravageur. Les détails avec Chaka Konaté. L'année qui s'achève a été difficile pour le secteur coton. Si l'on en croit le président directeur général de la CMDT, la production cotonnière connaît cette année une forte baisse. Nous avions une prévision de 526 000 tonnes sur un objectif de production qui frôlait les 780 000 tonnes. Donc pour le moment, les chiffres finaux vous seront communiqués dès que nous avons terminé l'égrenage qui est en train de progresser. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà égrené plus de 360 000 tonnes. À l'origine de cette baisse, les inondations qui ont endommagé les cultures, mais surtout l'apparition d'une nouvelle espèce de ravageur dont les traitements phytosanitaires n'étaient pas disponibles sur le marché et qui a touché une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Tous les traitements traditionnels que nous connaissons n'ont pas eu d'effet sur cet insecte. Au Mali,
en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Togo, au Bénin. Donc les conséquences, c'est une baisse de la production dans tous ces pays, principalement liée à l'abandon des superficies très infestées. Les superficies qui n'ont pas été abandonnées, ça a affecté le rendement. L'autre aspect qui a affecté de façon négative la production du Mali, c'est les inondations. On a perdu plus de 35 000 hectares. Et qui dit force pluie, dit également l'enherbement des parcelles et l'incapacité des producteurs de pouvoir faire face à ça. Donc l'un dans l'autre, on a perdu plus de 150 000 hectares. C'est dans ce contexte difficile que la 97e session du Conseil d'administration a examiné et adopté le projet de budget 2023 qui s'arrête en recettes à 534 milliards de francs CFA et en dépenses à 549 milliards, soit un déficit de 15 milliards de francs CFA. Les préparatifs de la prochaine campagne vont bon train avec la mise en place des intrants, 13% pour les complexes céréales et coton, 28% pour l'urée déjà arrivée au niveau des producteurs. Au niveau des magasins CMDT, 29% d'urée, 14 à 15% des complexes coton et céréales sont déjà disponibles. Le budget prévisionnel du Laboratoire national de la santé pour 2023 est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce budget est soumis à l'appréciation des administrateurs pour la 33e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Sokona Kamisogo. Malgré le contexte difficile que traverse le pays, le Laboratoire national de la santé se positionne comme une référence en Afrique de l'Ouest en matière de surveillance de qualité des produits. Les grandes réalisations de notre structure ont été les suivantes. L'accréditation initiale au référentiel ISO-CI 17025 pour les activités d'essai en produits pharmaceutiques, justifiée par le certificat ES 2107, version 00 du système ouest africain d'accréditation, suite à l'évaluation de ce système en juin 2022. Une prouesse exceptionnelle, la première dans la sous-région africaine. L'amélioration du concept de la surveillance de la qualité des produits également sont des grandes réalisations que nous avons affichées cette année. Parlant de la surveillance de la qualité des produits, le laboratoire a pu analyser 2616 échantillons en 2022. On note spécifiquement l'insuffisance des ressources financières pour l'acquisition d'équipements nécessaires, l'approvisionnement acceptable en intrants d'analyse et le renforcement des capacités techniques du personnel. Vous avez relevé des cas de non-conformité pour les médicaments, les aliments et les eaux qui mettent en danger la santé des populations et risquent de compromettre nos actions de santé publique si des dispositions rigoureuses et pratiques ne sont pas prises à des niveaux appropriés. Pour réaliser ses ambitions en matière de surveillance de la qualité des produits, le laboratoire a besoin d'un budget prévisionnel de plus d'1 milliard de francs CFA au titre de l'année 2023. La clinique périnatale Mohamed VI de Bamako a tenu la deuxième session de son conseil d'administration au Maroc. Il ressort que le budget prévisionnel de 2023 est fixé en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard de francs CFA, soit une augmentation de 65%, suivant les commentaires de Bemba Sibi. En 5 mois d'exercice, la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako affiche un bilan positif. Elle a effectué 692 consultations externes et réalisé 130 prises en charge médicales pour 1808 examens de laboratoire et 340 actes d'imagerie médicale. En termes d'infrastructure, l'établissement a pu mettre en place une banque de sang, 5 bureaux préfabriqués pour le personnel. Ces informations ont été partagées au cours de la deuxième session du conseil d'administration de la clinique, occasion de soumettre aux administrateurs les difficultés comme l'insuffisance de personnel et de bureaux. En dépit des difficultés du moment, le département fonde beaucoup d'espoir sur la clinique périnatale Mohamed VI en raison de son plateau technique ultramoderne pour la prise en charge des besoins de soins lourds de réanimation pour les mères et les nouveau-nés, notamment les grands prématurés et les enfants jusqu'à 5 ans.
Sur le plan financier, le bilan est encore reluisant. Sur une prévision de plus de 600 millions de francs CFA, la clinique a enregistré plus d'1 milliard de francs CFA, soit un taux de réalisation de 145%. Et les perspectives pour 2023 sont bonnes. Nous avons à réaliser une station d'épuration des eaux usées, en plus une station de production d'oxygène. Nous avons à chercher du personnel qualifié. Nous envisageons atteindre le 1,145 milliard pour l'exercice 2023 en recettes et en dépenses. Soit une augmentation de près de 65%, ce qui devra permettre à l'établissement sanitaire d'offrir plus de services à ses usagers. Autre conseil d'administration, celui de l'hôpital de Sikasso. Il ressort de la rencontre que le budget de cet hôpital régional pour cette année est estimé à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Moustapha Doumbia. C'est un conseil d'administration placé sous les signes de la consolidation des acquis de l'hôpital de Sikasso. Avec un budget de 2 millions de francs CFA en 2022 exécuté à 93%, l'hôpital de Sikasso a pu atteindre ses objectifs malgré des restrictions budgétaires. Nous avons assisté aussi à un renforcement de capacité de l'hôpital en termes d'infrastructures, de plateaux techniques et de personnel. Nous avons noté avec satisfaction la construction du centre de prise en charge des maladies à potentiel épidémique et infectieuses. Le dialogue social entre les syndicats et l'administration a été renforcé. Le budget 2023 de la structure est en hausse par rapport à celui de 2022. Il est estimé à un peu plus de 2 558 millions de francs CFA. Le budget 2023 prévoit une augmentation d'environ 6%. Et cette augmentation va servir en tout cas à renforcer le niveau du plateau technique, mais aussi à renforcer les ressources humaines. Comme vous le savez, on a une deuxième référence, il faut des spécialistes de diverses disciplines. Donc ce budget va être consacré uniquement au renforcement du plateau technique et aux ressources humaines. La construction d'un service de pédiatrie et de celui de la cardiologie reste toujours une préoccupation, selon le président du conseil d'administration de l'hôpital. Cela fait quelques jours que sur les informations circulent sur les réseaux sociaux faisant cas d'une grève au CHU du Point G. Pour vérifier cette information, l'une de nos équipes de reportage dirigée par Boubacar Bablentouré a fait un tour pour faire le constat suivant. Centre hospitalier universitaire du Point G ce mardi 31 janvier 2023. Selon une information qui circule sur les réseaux sociaux, l'un des comités syndicaux du CHU du Point G observe une grève. Pour constater la véracité de cette information, nous nous sommes rendus dans certains services de l'hôpital au Point G. Notre périple a commencé dans les services des urgences. Je confirme ici que les services des urgences fonctionnent correctement. Les activités se passent correctement comme prévu. Après le service des urgences, direction les services de l'anesthésie-réanimation, ceux de l'imagerie médicale, de la neurologie et de la pneumologie. Le constat est le même. Tous les infirmiers programmés par salle sont présents pour le programme et les infirmiers programmés par salle pour les urgences sont présents, y compris moi-même en tant qu'anesthésiste, comme médecin, et mes collègues médecins qui sont aussi présents. Et hier lundi, la consultation a eu lieu, qui est vérifiable au niveau des registres, avec les tickets modulateurs. Une fois que le malade franchit l'hôpital et qu'il rentre, il a son ticket, on est en droit de le consulter. Sinon, on aura failli à notre mission. Des propos corroborés par les usagers du centre hospitalier universitaire. Depuis qu'on est arrivé, on a été bien accueillis et la prise en charge a été effective. Sur les 4 comités syndicaux du CHU de Point G, seul un mouvement syndical observe cette grève selon les représentants des 3 autres qui ne se reconnaissent pas dans les revendications qui font l'objet de la dite grève. Ces signataires-là qui se réclament du syndicat national de la santé ne sont pas du tout syndicats. La preuve en est, il y a la résolution du 13e congrès qui les a carrément suspendus pour 5 années. La continuité des soins y est, les consultations sont en cours
les malades hospitalisés reçoivent les soins qu'il le faut. Et donc, j'avoue sincèrement, cette soi-disant grève se passe plutôt sur les réseaux sociaux. Et le premier responsable de la structure hospitalière de rassurer les populations de l'effectivité des services pour la prise en charge des patients. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 186 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 5 patients sont sous traitement. Dans la dynamique des échanges pour la tenue d'élections crédibles, transparentes et acceptées de tous, l'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré la classe politique. Occasion pour l'EJ de donner des éclairages aux partis politiques sur ses missions et sa méthodologie de travail. Le point avec Aridju Matina. Les acteurs des élections, les partis politiques, échangent avec l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. La rencontre de prise de contact se veut ainsi un cadre approprié pour l'organe indépendant, longtemps souhaité par les citoyens, d'éclairer la lanterne de l'assistance, les représentants ou les présidents des partis politiques. De mémoire des citoyens maliens, nous savons tous que la création d'un organe de gestion indépendant des élections a toujours été une cause défendue par l'ensemble des acteurs de la classe politique malienne, sinon la quasi-totalité, mais également par la société civile malienne. Et c'est à ce titre que nous pensons qu'hommage doit être rendu à tous ceux qui ont lutté dans ce sens et qui ont permis à l'EJ de voir le jour. Cette rencontre est nécessaire pour nous, elle est obligatoire s'il le faut, pour nous, pour la simple raison que les partis politiques sont les acteurs essentiels de la matière électorale. Doté de la personnalité juridique et financière, installé le 10 janvier par le président de la transition, chef de l'État, l'organe est immédiatement entré de plein pied dans le processus électoral. Je puis vous dire que nous avons pu imprimer non seulement les marques de ce que nous devons pouvoir faire comme organe indépendant des élections, mais nous avons aussi pris la mesure de nos responsabilités, la mesure du poids de la charge que nous a conféré les plus hautes autorités, mais aussi le peuple malien. Le poids de la charge, pourquoi? Un organe indépendant de gestion des élections qui, au terme de la loi électorale, est chargé de la gestion et de l'organisation de l'ensemble du processus électoral, cela est une grande charge. Au cours de la rencontre, l'EJ a tenu à clarifier sans ambiguïté ses prérogatives par rapport aux missions de l'administration territoriale. L'autorité, l'EJ, exerce ses missions en toute indépendance et de manière objective, transparente et impartiale. Cela me paraît extrêmement important. À cet effet, cette autorité, disais-je, bénéficie de la coopération et de la collaboration des autres administrations de l'État. Sur ce point, je voulais préciser que la collaboration des autres administrations de l'État nous paraît importante, mais la plus importante, c'est la collaboration de ce que nous devons avoir de l'administration chargée de la gestion de l'État, des collectivités et de l'administration territoriale de façon générale. Et vous aurez remarqué que l'article 5 de la loi électorale dispose clairement que l'EJ bénéficie de l'appui de l'administration dans des prérogatives qui sont bien déclinées. Et nous avons voulu démontrer et partager avec le ministère de l'administration territoriale la claire perception que nous entendons nous prévaloir de nos prérogatives, les faire respecter et les assumer pleinement devant l'histoire et devant le peuple malien. Cette première rencontre de prise de contact a finalement pris l'allure d'une tribune de débat. La classe politique dans toutes ses composantes en a profité ainsi pour faire des suggestions et poser des questions à l'EJ sur plusieurs aspects relatifs au processus électoral. Des questions liées au respect du chronogramme, les dispositions matérielles et le retard de la mise en place des démembrements de l'EJ sur l'étendue du territoire national. À toutes ces questions, le président de l'organe, M. Cissé, sans détour a apporté des éclairages et a rassuré la classe politique par rapport à la détermination du collège à relever les défis.
Les partis politiques présents à la rencontre apprécient la démarche. Sortons de cette salle très satisfaits de tout ce qui a été dit. Cette prise de contact nous a permis non seulement de savoir tout ce qui a été fait par l'EJ depuis son installation, et particulièrement ce qui anime l'équipe, qui est vraiment pour réussir les élections, pour réussir les missions, dans la transparence, dans l'impartialité, dans l'indépendance. Je crois que c'est ce que nous attendons. Parce que comme vous le savez, l'EJ a été réclamé, revendiqué, je vais dire, par l'ensemble de la classe politique, de la société civile. Aujourd'hui, nous l'avons. Inviter les politiques et se présenter ne peut qu'être salutaire. Et c'est un bon début. Nous, on note avec une nette satisfaction le début de démarrage de leurs activités. Et il faudrait quand même que ces thèses-là aussi soient accompagnées. Mais si a priori déjà, il y a des gens qui se mettent en réserve, je pense que c'est trop tôt de faire des jugements a priori. Mais nous pensons sincèrement que déjà, avec tout ce qu'on les a vus depuis le début de leur installation à nos jours, je pense que ça démarre bien. Le collège, organe délibérant de l'autorité, est composé de 15 membres désignés sur la base des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité ainsi que de jouissance civique et politique. L'ONG Agir, à travers le projet Suède, vient de remettre des kits d'installation à 242 femmes formées en coiffure artistique, couverture médiatique, métier du BTP, installation et dépannage solaire, entre autres. Fanta Mamanyantao. Lancé depuis 2017, le programme consistait à former les bénéficiaires afin qu'elles soient autonomes et indépendantes. En plus de la formation, elles ont reçu des kits d'installation dans leur domaine de compétences et un fonds de roulement allant de 40 000 à 125 000 francs CFA. Elles ont été formées en coiffure esthétique, couverture médiatique, métier du BTP, l'installation et le dépannage solaire, climatiseurs et caméras de surveillance. Fort de ces résultats remarquables obtenus sur le terrain, le projet Suède a maintenu la même dynamique de partenariat pour la mise en œuvre d'une seconde phase du sous-projet Appui à l'apprentissage et à l'autonomisation économique des filles et femmes à Bamako et dans le périphérie. À ces femmes et à ces filles qui viennent de bénéficier des kits d'installation dans différents corps de métier, je leur demande tout simplement de veiller à mieux entretenir les kits qu'elles ont reçus, de veiller à donner des prestations de qualité à l'ensemble de leurs clients. Les bénéficiaires ont remercié l'ONG Agir et ses partenaires pour cette merveilleuse opportunité. Nous sommes à la fois touchés et reconnaissantes pour l'aide que l'ONG Agir et son partenaire Suède nous ont offert et nous permet d'avoir des opportunités. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille apprécie ces gestes de l'ONG Agir à sa juste valeur. Le département, à savoir le ministère en charge de la promotion de la femme, avec l'ensemble des parties prenantes, sera à vos côtés pour vous soutenir et vous orienter dans la maturation de vos projets respectifs en vue d'atteindre les résultats escomptés. La formation de ces 242 filles et femmes a été financée par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de francs CFA. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des kits aux bénéficiaires. Le projet Amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés dans les zones d'extrême vulnérabilité écologique et socio-économique vient d'être lancé à 100. Il est financé par le Fonds Climat à plus de 450 millions de francs CFA. Drissa Kone. Pour une durée de 3 ans, le projet Amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés est une réponse aux aléas climatiques. Dénommé REC-V, il intervient dans 60 villages de 7 communes des cercles de San et Tominian. Coût global du projet, plus de 450 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre par le consortium d'ONG Ahmed Kaeb. Le projet est financé par le Fonds Climat sous le parrainage du Programme alimentaire mondial PAM. Le projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration et à la diversification des revenus des communautés vulnérables des cercles de Tomia et San à travers un accroissement durable de la production agricole, animale et piscicole, grâce à une disponibilité accrue de l'eau, la restauration des terres dégradées, et l'approvisionnement régulier des producteurs en intrants productifs. C'est ainsi que ce projet se trouve être une opportunité pour contribuer à apporter une réponse appropriée
aux besoins des communautés confrontées à une certaine vulnérabilité économique et socio-économique. Pallier ces préoccupations locales cadre avec la vision des plus hautes autorités du Mali. Face à cette perte allant crescendo des ressources naturelles des pays du Sahel, le Mali a entrepris de vastes programmes de renforcement de résilience des populations rurales au changement climatique à travers l'élaboration d'une politique nationale en matière de changement climatique, stratégie et de plans d'action associés. Présentation du projet et le sketch sur la protection de l'environnement ont mis fin à la cérémonie de lancement du dit projet. Journée porte ouverte du centre de ressources de Kidal. Le centre de ressources de Kidal est une réponse globale au déficit de compétences et d'expertise, donc au service de l'ensemble des intervenants dans la région. Idrissa Djibrila Maïga. Géré par un consortium d'ONG Al-Moud et Tihuarawin, le centre de ressources de Kidal offre des services de renforcement des capacités des acteurs et la promotion de l'entrepreneuriat, surtout des femmes et des jeunes, pour une perspective de développement durable dans la région de Kidal. On a voulu s'ouvrir au public, d'abord régional, au niveau de la région, et puis national. Et puis évidemment à travers notre site internet international. C'est pour dire que les CRK maintenant, en tant qu'institution, existent bien. Toutes les autorités de la région doivent tout faire pour que les CRK, n'est-ce pas, arrivent à ces objectifs qui sont, n'est-ce pas, de promouvoir le développement de la région de Kidal. Le sentiment, c'est un essayement de progresser dans les questions de la connaissance, le renforcement des capacités des ressources humaines et ici dans la région de Kidal. La journée porte ouverte du centre de ressources de Kidal a pris fin par la visite guidée des locaux, exposition photo. À suivre après ce journal, un magazine spécial sur 14 mesures présidentielles pour la relance économique et la protection sociale, une réalisation de Ibrahima Traoré. Également dans nos programmes, après cette édition, l'émission Guélégan sur le cousinage à Plaisanterie Sinankuya entre les Dokon et les Keltamachek, un débat enregistré en marge du festival Ogo Bagnan est animé par Cheikh Oumar Sangaré en langue bamanankan. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.